un jour sans en savoir la cause, on voit les choses d'un œil morose. On renoue avec une image assez exceptionnelle. J'ai adoré Bruxelles 43. Dans la même lignée que Léopoldville 60 et Sourire 58, il y a un livret pédagogique. Donc ces bandes dessinées sont à la fois pour la famille, mais peuvent servir, moi qui ai mis mes enfants à l'école Amet, pédagogie Freinet, c'est exactement les dossiers, les parents ne doivent plus rien faire. La conférence est prête, au lieu d'acheter le BD, ils en achètent deux. Il y en a une qui reste en bibliothèque et l'autre, vous faites des découpages, collages et vous faites le tableau de la conférence. Quelle bonne idée. Voilà, ça c'est parfait. Je ne vais pas trahir, tu fais quoi, 5 minutes de présentation 10 minutes? Voilà, tu fais. Ce que je voudrais juste dire, c'est que j'ai adoré croiser Edgar P. Jacobs, Hergé, retrouver cette ambiance que nous n'avons pas connue, mais à votre façon de raconter le faux soir, la revue Bravo, et puis surtout de rappeler, parce que c'est une chose que je fais régulièrement et les auteurs qu'on reçoit aident à ce devoir de mémoire. Vous participez également à ce devoir de mémoire, puisqu'il y a toute la relation de ces amitiés. Est-ce qu'une fille de Rexiste avait le droit de fréquenter une petite juive et vice-versa? Je vous invite à merci beaucoup d'être venu. Et surtout, merci à Patrick et à Baudouin d'avoir fait ce déplacement. Je sais que c'est toujours un plaisir pour vous de vous voir ici, dans ces murs, que vous connaissez drôlement bien. Et donc, la rentrée, effectivement, la culture, voilà, elle redémarre, elle est là de nouveau. Il y a de nouveau l'occasion de faire des événements. La rentrée, elle est assez riche. Quand on regarde la bande dessinée qui sortent, on voit clairement que le confinement a été prolifique pour le travail de certains. On en a toute une série. Et alors, on a effectivement, dans les nouveautés, ça reste des lignes claires. On avait du 58, on avait du 60, juste avant. Et voilà que subitement, nous arrivons à du 43. Très très belle bande dessinée. Je l'ai lu, je l'ai dévoré carrément. Donc, on ne va pas parler chiffres. On va simplement se dire qu'effectivement, le premier exemple, Sourire 58, si mes souvenirs sont bons, plus de 26 000 exemplaires, Léopoldville, plus de 25 000 exemplaires également. Donc voilà, on va rester directement et on va maintenant profiter un peu du reste. Kathleen semble bien se porter. Et les auteurs, comment sont-ils maintenant dans les petits souliers de Kathleen? Ils se sentent bien? Alors, oui, ils sont fatigués, les auteurs. Ils ont travaillé durement pour sortir ce troisième opus de notre série. On n'est quand même pas si fatigué que ça parce qu'on a déjà repris la création d'un quatrième album qui va se passer en 1967. Donc, au fait, le principe de la série, c'est d'avoir une sorte de ligne du temps sur laquelle on accroche tous les albums. Donc on a commencé par l'exposition universelle de 58, et puis on est passé au Congo en 60. Maintenant on a fait un petit retour en arrière en 43, les années de guerre en Belgique, et après on va bondir vers les années 60. Donc l'idée en fait c'était à la base de raconter une histoire autour de l'exposition 58 et donc c'était ce qu'on appelle en mauvais français un one-shot. Et comme le livre a rencontré son public, on s'est dit tiens, et ce qui était surtout très intéressant, c'était de rencontrer les gens. Et moi j'en ai fait beaucoup, mais Baudouin encore beaucoup plus que moi, des séances de dédicaces, rencontrer les gens, rencontrer les lecteurs. Et les lecteurs arrivaient avec plein de témoignages, d'histoires vécues, personnelles. Et on s'est rendu compte que, bizarrement, dans cette ligne claire, que ce soit Tintin et Marc faisait référence à Jacobs aussi il y a quelques minutes, on s'est rendu compte que, paradoxalement, c'est vrai que c'était belge, c'est vrai que la ligne claire est très belge, très bruxelloise, mais que les albums racontent rarement l'histoire de cette ville, de ce pays, et on s'est dit, tiens, on va raconter l'histoire, en fait c'est notre histoire commune, c'est tout ce qu'on a pu connaître dans cette ville, dans ce pays, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en fait. C'est 50 ans d'histoire commune en grande ligne, et tout ça à travers une héroïne, donc, qui est Kathleen, qui est en couverture chaque fois, et là elle est en couverture, mais beaucoup plus jeune, puisqu'elle est avec sa maman, et qu'on fait un flashback forcément dans l'histoire, et un retour dans le temps pour revenir à 1943. Donc chaque fois des moments très très précis de l'histoire de ce pays, de cette ville, avec une fiction derrière, bien sûr, parce que c'est pas simplement un album didactique, sinon ce sera ennuyeux. Mais justement, en parlant de fiction, le clin d'œil, Marc en a parlé tout à l'heure, on a deux monstres qui se retrouvent dedans.
manière de rendre un hommage ou bien réalité historique, rencontre, ils ont... Ah non, réalité historique, tout à fait. Hergé rencontre Jacobs, bon, ils se connaissent un peu, mais en 1943, ils décident vraiment de commencer à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus tellement ça, mais malheureusement, me dira Baudouin, mais les albums se vendent bien et on a de la chance, la série marche bien, mais les albums, il y en a énormément, hein, comme tu venais de dire, il y a des rentrées très chargées avec plein d'albums. Et bon, un album, il a un cycle de vie relativement court aujourd'hui. Dans le temps, il y avait très peu d'albums qui paraissaient, et donc Hergé, il a été vraiment un peu le maître de ça, c'est-à-dire que ces albums, il les faisait évoluer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que quand ils commençaient à être démodés, quand les voitures changeaient, quand l'habillement changeait, quand aussi sa vision sur sa propre œuvre changeait, il redessinait, ou il faisait redessiner des parties entières de ses albums. Ça se fait plus aujourd'hui. On ne fait plus de remake en fait en bande dessinée ou très rarement. Et donc l'idée c'était justement de faire rencontrer ces deux personnages dans l'album. Hergé et Jacobs qui ont travaillé ensemble. Alors, c'est pas non plus un scandale de le dire, hein. Hergé, il a été inquiété au lendemain de la guerre, il a travaillé pour Le Soir volé, il a publié des aventures de Tintin dans Le Soir. C'est pas les aventures les plus politiques, entre guillemets, de Tintin, mais néanmoins, ça lui a été reproché au lendemain de la guerre, et ce qu'il a sauvé, quelque part, c'est l'amitié de Raymond Leblanc, qui est un ancien résistant et qui lui a permis de créer le journal Tintin. Mais à la base, en fait, c'était pas gagné d'avance. Et là, il va travailler avec Jacobs, qui au contraire est un anglophile total, qu'on ne peut absolument pas soupçonner de germanophilie ou d'accointance collaborationniste, et ça va fonctionner. Donc cette rencontre est tout à fait, bon, elle est dans l'histoire, c'est de la fiction, mais c'est de la vraie histoire. Et justement, on parle de 1943, c'est vrai que c'est une année très très noire pour Bruxelles. En tant qu'enseignant, moi je trouve que, bon, on en a parlé tout à l'heure, Marc a fait le rapport tout à l'heure en parlant de mémoire collective, c'est vrai qu'il est indispensable d'en parler, mais finalement, tu décris quand même fort bien la vie quotidienne, la difficulté et tout ça. Est-ce que tu as voulu rajouter quelque chose de plus que simplement une intrigue? Parce que quand on lit l'album, on se dit quand même, mais c'est vrai, peut-être qu'on n'avait pas conscience, pas réalisé la difficulté qu'avaient les Bruxellois de pouvoir survivre, parce que c'est même pas vivre, c'est survivre à une telle période. Mais c'est un peu mon dada, je trouve qu'en Belgique, on connaît mal notre histoire d'une façon globale. On connaît souvent mieux d'ailleurs l'histoire de France que l'histoire de Belgique. Et j'ai même été étonné, et Baudouin aussi, je sais, en faisant des recherches iconographiques, parce qu'on essaye de rester le plus fidèle possible à la réalité de l'époque. Il est parfois très difficile de trouver des informations et des références. Alors que sur Paris, par exemple, parce que j'ai écrit d'autres bouquins qui se passaient à Paris, c'est beaucoup plus facile. Il y a une grande documentation disponible. Donc ça, c'est toujours un peu le problème. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant le livre, que ce soit du côté de Baudouin ou du mien, il y a des souvenirs, des réminiscences familiales qui arrivent. Moi, il se fait que j'avais publié il y a 2 ans un roman sur l'histoire de ma famille, sur mon oncle qui était résistant, qui est mort en déportation en tant que prisonnier politique. J'avais fait énormément de recherches sur la vie à Bruxelles à l'époque pour construire mon roman, qui était l'histoire de ma grand-mère. Et du coup, je me suis trouvé avec cette masse de matière. Et puis, mes parents, je sais que vous allez calculer en disant mais c'est bizarre, il est vieux mais pas vieux à ce point-là. Moi, il se fait que ma mère m'a eu très tard, bref, ma mère a vraiment bien connu la guerre. Et moi, toute mon enfance, j'ai entendu parler de la guerre. Parce que, un peu trop d'ailleurs, pour être très honnête, j'ai eu un moment de rejet où je ne pouvais plus entendre ces anecdotes. Néanmoins, ces anecdotes, elle me les a tellement souvent répétées qu'elles se sont ancrées dans mon esprit. Et des petites choses de la vie quotidienne, parce que quand on raconte l'histoire, on raconte toujours la grande histoire, mais des petites choses qui font la vie quotidienne, comment on va manger, où se trouve, par exemple, près des Marolles, le marché noir, essayer d'aller récupérer par loin du palais de justice de quoi bouffer, en fait, jour le jour, quand les voisins vous bouffent votre chat parce que ça a le goût de lapin, paraît-il. C'est quand même pas totalement agréable non plus, mais elle a connu ça aussi. On n'a pas goûté. On n'a pas goûté, non, heureusement, et j'en ai 3 qui m'attendent à la maison, donc j'espère qu'ils n'entendent pas. Mais clairement, ce sont des petites choses du quotidien qui font que, ok, il y a la grande histoire, telle qu'on l'a dit dans les livres, mais aussi tous ces Belges qui ont dû se débrouiller au jour le jour. D'autant plus que, attention, par rapport à Paris, Bruxelles, elle a été occupée 2 fois. Elle a été occupée en 14, elle a été occupée en 40. Et ça a été vraiment des occupations très difficiles à vivre. Et là, c'est bien parce qu'en réalité, tu as carrément répondu déjà à la question suivante. J'avais l'impression qu'effectivement, il y avait un peu d'effets personnels et de souvenirs personnels dans cet album. Et effectivement, bon, voilà, visiblement, tu rends hommage également à tous ces résistants, à tous ces gens qui ont malgré tout bien résisté. Alors, on le disait tout à l'heure, lorsque, au niveau documentation, au niveau Bruxelles, on avait un peu moins... Comment t'en es-tu sorti?
En fait, j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire de photos pendant la guerre. Donc le Belge était chez lui, allait à son boulot, cherchait de la nourriture, mais on ne pouvait pas faire des photos de l'extérieur de la ville. Dès qu'on était en rue, l'autorité allemande avait dit niet, trop touchy. Donc il n'y a pas tellement de photos de l'occupation allemande en Belgique. Heureusement, il y a des bouquins qui ont été faits. J'ai vraiment écumé Internet et toutes les publications possibles. Il y a des collectionneurs qui m'ont prêté des livres qui ont été publiés il y a déjà un certain temps. Et finalement, il y a aussi des films d'archives, heureusement. Il y a beaucoup de ça il y a plus. C'est sans doute des films faits par le temps. Voilà. Et donc j'ai réussi à recréer, je ne dis pas que c'est complètement authentique, mais je pense que je suis plus ou moins fidèle à ce qui s'est passé. En parlant justement de tout cela, bon, c'est vrai, il manque une personne. Pour être tout à fait honnête, ils sont 3. Et j'ai beaucoup apprécié ce petit geste, d'ailleurs, que l'on trouve maintenant sur la tranche, qui voit le 3e nom apparaître. Ah oui. Ouais. C'est celui de la coloriste. De la coloriste qui nous fait une gamme de couleurs extraordinaires depuis 2 albums. Elle a commencé sur le bouquin sur Léopold Witt. Et elle a cette magie de créer une gamme de couleurs très personnalisée pour chaque album. Et moi je suis baba quand je ramasse ces couleurs. C'est super. Je lui donne juste des indications du sens de la scène, ou si elle doit dramatiser, si elle doit l'éclairer. Et elle crée toute une charte graphique vraiment chouette. Et qui, je trouve, va bien avec mon dessin. Revenons-en quand même un peu au contenu de l'intrigue. Le Fossoir, acte héroïque de résistance, c'était faisable qu'à Bruxelles ou ça aurait pu avoir lieu ailleurs? Non, moi j'ai l'impression, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du Fossoir. Donc le soir était volé par les Allemands pendant la guerre. Donc en gros, le journal continue à apparaître avec le même logo, le même look on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire la même mise en page, mais néanmoins c'est un journal de collabo, point. Et donc la fine fleur, entre guillemets, de la collaboration belge, publiée dans le soir à l'époque. Et puis il y a une bande de protestants, il y en avait dedans aussi, de résistants protestants, qui ont décidé en fait de se livrer à quelque chose d'assez incroyable. Et c'est marrant parce qu'en rencontrant des journalistes français, j'avais encore un journaliste luxembourgeois il y a peu de jours, je lui ai raconté l'histoire, il ne la connaissait pas. Et on s'est dit, ça, ce truc, c'est typiquement belge. Alors, soyons un peu chauvins, c'est même typiquement bruxellois, quoi, parce que c'est un acte qui ressemble à une manifestation de zouance totale. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, c'est facile, on est sur notre tablette et on scrolle pour avoir l'info jour après jour. Mais à l'époque, bon, le journal, c'est vraiment la seule. Il y a un ATSF aussi, vous allez me dire la radio, mais le journal écrit, le journal qui arrive, vous savez, l'encre est encore humide, c'est vraiment la première source d'information. Et donc, pendant la guerre, les journaux continuent à apparaître, sauf que l'occupant censure absolument tout. Et là, vous allez avoir des gens très courageux qui vont monter, mais il faut énormément d'abord d'intelligence, de temps et de courage pour le faire, un Fossoir avec le même logotype, donc les mêmes lettres, la même typographie, et qui va simplement se foutre de la gueule des Allemands comme on l'a rarement fait. Et ces gens, plusieurs personnes parmi ce réseau de résistance, eh bien, ils ont payé ça de leur vie en fait. Parce que c'est un acte de zouance, de grande rigolade. Et je peux vous dire que les Bruxellois qui allaient acheter leur journal, c'était pas nécessairement des collabos, hein, mais ils avaient envie d'être au courant, donc ils continuaient à acheter le soir, même si bon, ils savaient bien que c'était un soir qui pue, on va dire les choses, un soir de poche. Et en fait, en allant chercher ce jour-là au kiosque, puisqu'ils avaient été livrés un peu plus tôt les faux soirs, c'est-à-dire les soirs de résistants, quand le vrai soir, entre guillemets, est arrivé, il était déjà trop tard, les autres avaient acheté l'autre. Et il y a plein de témoignages de gens qui, dans le tram, lisaient ce faux soir, ils s'étaient écroulés de rire, et puis tout de suite, ils l'ont plié en 4, en 8 pour le mettre dans leur poche ou dans leur petit sac, simplement parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés. Et je peux vous dire que le soir, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, moi, mes parents n'avaient pas réussi à se le procurer, mais ils m'en ont souvent parlé, et c'est quand même quelque chose. Vous avez raison de dire que c'est quelque chose de typiquement belge, parce que je trouve qu'il y a de l'humour derrière, et j'adore ce mot de zouance bruxelloise, car c'est de la zouance, c'est vraiment ça. On se fout de la gueule des Allemands, mais certains l'ont payé de leur vie, donc c'est un très bel acte de courage. Petite question. L'Atonium, je sais que tu as une pièce à l'Atonium. Oui. Le Fossoir. En fait, il y en a un.
Ouais, c'est une histoire qui m'a vraiment ému parce que je donne souvent des conférences, des cours et en fait, il y a une dame qui m'a dit, il y a un monsieur qui a le soir qui voudrait vous le donner et qui est une personne très âgée dans une maison de retraite et parce qu'il avait lu les 2 premiers albums et en fait, il m'a donné le soir, je m'en suis inspiré pour écrire l'histoire. Et puis j'ai promis en contrepartie, parce que j'avais vraiment envie de le faire et de le remercier, d'aller donner une conférence dans cette maison de retraite avec des gens très âgés qui malheureusement ne peuvent plus sortir. Et patatras, le Covid est arrivé et donc le monsieur est mort peu de temps après, pas du Covid, mais il est décédé peu de temps après. Mais il y avait, en fait, je lui ai envoyé un petit mot en disant je vais venir faire la conférence et sa famille m'a raconté que le petit mot était punaisé à côté de son lit quand il est mort. En fait. Mais il avait envie je peux comprendre vraiment de transmettre quelque chose aux générations suivantes, voilà, parce que les témoins forcément disparaissent les uns après les autres. On sent l'émotion, voilà. Oui, franchement, ça m'a aidé. Ouais. Dans l'émotion, on sait que tu adores aussi dessiner, grimer, en rajouter toute une série. Les voitures, les chiens, les personnes de ton entourage. J'imagine que dans ce tome-ci, tu as pris ton plaisir aussi. Il y a surtout un épicier un peu spécial que j'ai dessiné là. Tu ne vois pas qui c'est? Non, je ne vois pas qui c'est. Moi je vois. Baudouin s'amuse parfois un peu à caricaturer certaines personnes qu'il connaît, voilà, dans les albums. Oui, donc c'est un plaisir, oui, Nicolas aussi, c'est de remettre des gens, mon entourage ou des amis. En fait, quand il y a une séquence, je ne sais pas moi, dans une épicerie, il y a l'épicier. Quelle tête est-ce que je vais faire à l'épicier? Bon, j'imagine. Et parfois, quand je tombe sur un visage qui me parle ou un habit, voilà, je le fais, je le mets dans la tenue de l'épicier. C'est ça qui m'amuse et personne ne le voit, sauf l'épicier. Sauf l'épicier, moi-même. Pourtant, c'est pas un rôle très sympa, l'épicier, Non. dans l'album. Franchement, moi j'aurais été vexé. Mais bon, vous le verrez en le lisant, mais c'est un peu crapu. Oui, on va pas dire que c'est possible. D'ailleurs, il va se rattraper tout de suite. Bien sûr. On va pas le faire trop long parce que je sais qu'il y a également, enfin, j'ai encore pas mal de questions, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. 1967, année également très très riche en Belgique. On a l'installation du chèque, on a des événements dramatiques, l'Inno qui brûle, on a d'autres incendies dans l'usine Bayer, on a des accidents de train, on a pas mal de choses. On a aussi une manifestation de 30 000 Flamands à Anvers pour le départ des francophones du Louvain. On peut avoir un petit indice sur l'intrigue du prochain, juste un tout petit. Mais on va aller plus loin dans l'histoire cette fois-ci. Il me regarde en disant qu'est-ce qu'il va dire. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je C'est un jeu, on essaie de gratouiller pour avoir quelque chose. Ils me doivent quelque chose tous les deux. tout à l'heure, si je dis trop. Non, mais bon, en 67, en fait, tu l'as dit, hein, il s'est passé plein de choses, notamment cet incendie de l'innovation qui a été une catastrophe humaine, mais je dirais même aussi une catastrophe, forcément au premier plan humain, hein, ça c'est clair, mais aussi une catastrophe patrimoniale. Et ça a signé un peu le début de la fin de ces grands magasins. Et moi, je suis tout fasciné par ces grands magasins, comme on peut les connaître à Paris, à Londres, à Berlin. Et chez nous, on en a plus vraiment. On se dit les restes Lino, mais c'est vrai qu'on a un peu perdu cette tradition. C'est bizarre parce que la Belgique, avec les galeries en SPAC, le Grand Bazar, le Bon Marché et tout, était vraiment en pointe de tout ça, mais ça a un peu disparu au fur et à mesure. Donc je vais parler, ce que je suis en train d'écrire là, et Baudouin a déjà commencé à le dessiner, on parle de ça, mais comme tu le disais très justement, on est en 1967, il y a la guerre du Vietnam qui est là, avec une question qui se pose, puisqu'on est dans cette guerre froide encore, le partage entre l'Est et l'Ouest. Et notre petit pays, une fois de plus, l'installation du chef, tu y faisais référence, joue vraiment un rôle important dans cette espèce de grand feuilleton mondial, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on parle encore de Bruxelles, capitale européenne, je crois qu'on n'en parle jamais en bien, malheureusement, mais bon, on a toujours eu un rôle très très important de carrefour, et du coup, eh bien, Kathleen elle va encore connaître une évolution professionnelle, mais on ne vous dit pas quoi. D'accord. Ça reste très convenable. Une toute dernière question, parce que c'est vrai que visiblement, après ce 4e tome, des rumeurs circulent comme quoi Kathleen prendrait un peu de congé. J'imagine que vous avez peut-être des projets personnels alors chacun après? On ne peut pas en parler. Non. On va aller travailler alors maintenant.
Je porte plus dessinateur. Franchement, c'est horrible. Il y a un 5e de prévu. Oui, Elle ira sur la lune. on ira sur la Lune. Ah oui, mais en quelle année alors? Ouais, c'est ça. Voilà. On va pas parler Très de bonne la année Lune. 69. Oui, voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie tous les deux d'être Merci à de toi. vous être pliés à ce petit exercice. Je pense que tout le monde est chaud maintenant pour aller faire un peu la fille. Et donc, un grand merci en tout cas. Merci de votre attention, d'être là. Et excellent après-midi. Au plaisir de vous retrouver l'an prochain pour le prochain numéro. Merci à vous. Merci.